L'éco-construction, ou construction durable, consiste à réduire l'empreinte écologique de nos bâtiments, c'est-à-dire leur impact sur la nature, le climat et l'homme, de leur élaboration à leur utilisation. Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie ? À l'heure actuelle, l'éco-construction a le vent en poupe, grâce notamment à une prise de conscience généralisée, alors tant chez les consommateurs que chez les constructeurs ou encore chez les maîtres d'ouvrage. Mais qu'est-ce concrètement que l'éco-construction, Lionel ? L'éco-construction, c'est simplement une construction qui fait attention à ses ressources, à l'eau, à l'énergie, à ses matériaux, qui limite au maximum ses pollutions sur l'environnement et qui fait attention au bien-être de ses occupants. D'ailleurs, d'une manière générale, il reprend les principes du développement durable. D'ailleurs, je te propose de te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois et avec de la terre. Alors regarde Elisabeth, ce qu'on a pu construire avec du bois et de la terre et de la matière grise. Un collège de 5700 m² qui accueille plus de 400 élèves. C'est en effet une très belle structure, assez surprenante, et qui a dû répondre à certains critères au départ pour sa construction. Oui, il y a deux axes forts que sont l'insertion au site et son insertion topographique et l'utilisation d'écomatériaux. Tout ça en tenant compte du bien-être et du confort des usagers. Alors justement, à ce sujet, Sophie, toi qui es la principale de cet établissement, comment est-ce que les enseignants et les élèves vivent cette structure ? Alors ils la vivent très très bien parce que c'est un établissement où il fait bon vivre. La devise de l'établissement, c'est bien-être et réussite ensemble. Et au-delà de simples mots, c'est clairement une philosophie de vie. Et c'est ce qui nous permet d'être une communauté dans laquelle chacun a son mot à dire, chacun s'exprime pour pouvoir interagir et permettre à l'établissement d'évoluer au gré du temps. Donc les élèves proposent des actions dans le cadre du conseil de vie collégienne. Les enseignants restent au-delà de leur temps de travail et créent aussi des moments de convivialité à l'intérieur de l'établissement. Et on a des élèves qui reviennent avec plaisir l'année d'après, après avoir quitté l'établissement, et prennent des photos avec les personnels parce que voilà, ils ont passé des bons moments qu'ils veulent immortaliser. Donc c'est clairement un établissement où on se sent chez soi, et donc ce qui fait la notion de communauté, et où le sentiment d'appartenance est très très fort, et ce qui nous permet de mettre en place des actions de cohésion tout au long de l'année. Voilà, donc je vais vous laisser vous rendre compte par vous-même de la beauté de l'établissement en traversant cette passerelle pour pouvoir vous imprégner également de l'atmosphère qui règne au sein du collège de Paillenbrouet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, le premier axe de la construction de cet établissement s'est traduit par l'emploi de deux écomatériaux, le bois et le béton de terre, tous deux en partie issus de la région de Koné. Alors, quels sont les avantages à construire avec ces deux écomatériaux, Lionel ? Alors le bois, c'est vraiment l'écomatériau par excellence. Il associe plusieurs qualités, dont notamment celui de stocker du carbone, ce qui est important pour lutter contre le changement climatique. Il a aussi la capacité de ne pas vraiment absorber de chaleur, donc qui rend les espaces naturellement confortables. Le béton de terre, c'est différent. Là, on va travailler sur son inertie. C'est un matériau de masse. Et donc, il va associer des qualités acoustiques, mais également thermiques, voire même d'absorption de l'humidité, de restitution en période sèche. Et surtout, il vient de la zone. Tout de suite, on voit sur les murs la couleur de Paillenbrouet. Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des matériaux bioclimatiques, donc très adaptés à cette région très chaude et très sèche. Et le deuxième axe, donc, que la construction a dû respecter, c'est l'adaptation au site naturel. Oui, tout à fait, c'est important, notamment ici sur Paillenbrouet, qui est très très sec. Il y a eu une volonté très forte du concepteur de conserver ce talweg, c'est ce lieu où se passent les écoulements des eaux. Oui, c'est un peu le fond de la cuvette en fait, Voilà, où tout à vient se fait. stocker l'eau Et pluviale. donc finalement, c'est le respect de l'infiltration, du chargement des nappes phréatiques. Et donc il a fait le choix de construire des deux côtés de ce talweg et de le relier par cette passerelle. On a vu le choix des matériaux, l'adaptation au site. Ce sont des critères importants, mais ce ne sont pas les seuls critères de l'éco-construction. Il y a également la ressource en énergie qui est importante. Oui, alors l'énergie, la gestion de l'énergie, c'est primordial. Ici, on s'est surtout concentré sur les aspects de sobriété, c'est-à-dire qu'on va rechercher par l'architecture bioclimatique qui permet de limiter la consommation de climatisation, la consommation d'éclairage. Ce sont des notions très importantes. Puis après, on a travaillé sur l'efficacité des équipements, des lampes performantes, des équipements performants qui consomment très peu. Et puis du renouvelable aussi, parce qu'on a une cuisine, on a des vestiaires, tout ça on peut le produire facilement avec de l'eau chaude solaire.
Oui, on voit qu'il y a des chauffe-eau solaires sur les Voilà, bâtiments. juste sur les besoins identifiés. Tout ça fait qu'on a un bâtiment très faible en ressources. Alors, on dit effectivement que ce type de bâtiment, c'est un bâtiment passif avec des occupants actifs. Qu'est-ce que Oui, ça veut dire tout exactement? à fait. Bâtiment passif parce qu'il ne va pas avoir recourir à des besoins énergétiques pour créer son propre confort. En contrepartie, on va demander aux occupants d'être un petit peu actifs dans le sens où il va devoir ouvrir la fenêtre quand il a chaud, fermer la fenêtre quand il a froid, baisser le store s'il y a du rayonnement, l'ouvrir. Donc voilà, on demande un petit peu aux occupants d'être un peu proactifs de son propre confort. D'accord, donc ça nécessite de s'adapter. Alors, autant le bâtiment s'est adapté au terrain et au climat, et autant les occupants doivent s'adapter au bâtiment. Oui, il y a un petit peu de ça. C'est ça. Ah ben, je propose qu'on aille voir quelqu'un qui va nous parler justement de cette adaptation. Allons-y. Fabienne, tu es la gestionnaire de l'établissement et tu as en charge, entre autres, la partie logistique du bâtiment. Est-ce qu'il y a une différence finalement à travailler dans ce type de structure, d'architecture, par rapport à un établissement de construction standard? Alors, on est un collège très classique, mais c'est vrai qu'on a dû s'adapter à cette architecture atypique, tout comme les concepteurs de ce collège ont dû faire avec l'environnement. Nous, arrivant dans cet établissement neuf en 2016, on a dû s'adapter dans notre fonctionnement au quotidien pour prendre en compte aussi les contraintes en fait, de cette architecture qui n'est pas classique pour un fonctionnement de type collège. Oui, parce qu'un collège, c'est plutôt un espace très rapproché, alors que là, c'est le contraire, il est très éclaté. Alors voilà, vous avez eu l'occasion de traverser cette passerelle-là, donc elle mesure 120 mètres, et donc elle fait le lien entre ces deux zones bien distinctes, et du coup, ça fait partie des contraintes à l'ouverture de cet établissement que à prendre en compte. Mais tout le monde s'y est très bien adapté, et tout le monde s'y sent bien. Tout le monde s'y est très bien adapté. On a été amené dans notre fonctionnement à aller vers une gouvernance participative pour prendre en compte l'avis de tout le monde, de toute la communauté éducative du collège. Et donc, on s'est vite rendu compte que les personnels, que les enfants, que les parents d'élèves s'adaptaient bien à ce fonctionnement-là. Et c'est ce qui nous a amené dans nos pratiques à faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance très participative dans cet établissement. On a un projet d'établissement avec énormément de projets et d'actions mises en œuvre tout au long de l'année, au collège ou en extérieur. Et puis le bien-être, en fait, est quelque chose qui est un leitmotiv pour l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments, une architecture avec des matériaux naturels. Et ces lignes épurées, en fait, je suis persuadée qu'elles contribuent au bien-être des personnels et des enfants. Il y a aussi beaucoup d'espace, et ça c'est important pour le bien-être. Voilà, c'est Moi, ça. je propose qu'on demande l'avis aux enfants qui sont là, aux élèves. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre collège? Vous le trouvez beau? Agréable? C'est effectivement un très bel établissement. Lionel, est-ce qu'on peut dire que c'est une construction de référence pour l'éco-construction en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout à fait. On peut même dire qu'il a été reconnu au niveau international en recevant un prix pour les bâtiments qui utilisent de la terre. Et on a besoin de ça en Nouvelle-Calédonie, d'avoir des exemples grandeur nature qui vont essaimer sur d'autres projets, c'est déjà le cas. Même si tout n'a pas été facile sur ce projet, on peut dire que quand il y a une volonté, il y a un chemin. S'adapter aux écomatériaux disponibles localement est un principe important de l'éco-construction. En plus de leur qualité esthétique et bioclimatique, certains matériaux ont également une valeur culturelle très importante. Alors, justement, Karine, quand on pense architecture, on pense avant tout esthétique. Aujourd'hui, on a des matériaux, des écomatériaux qui répondent à ces critères d'esthétisme. Est-ce que toi, tu les utilises dans tes projets? Alors oui, complètement. Je privilégie le béton de terre parce que c'est un matériau, je m'y suis toujours intéressée dès que j'ai fait des études d'architecture parce qu'il y avait un pôle dans mon école à Paris qui est en relation avec Cratère, qui développe le béton de terre, l'architecture en pisé.
Et j'ai toujours voulu le mettre en œuvre au travers de mes projets. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à la construction du lycée de Payomboué, qu'une entreprise mette en œuvre le pisé, le béton de terre. Et j'ai eu l'opportunité de l'utiliser entre autres sur les villas, des logements sociaux avec le FSH. Et c'est une première pour des logements sociaux. Et je te propose, si tu veux bien, qu'on fasse une petite visite virtuelle dans ces villas. Ben écoute, avec plaisir. Donc j'imagine que voilà, ce sont les lunettes de réalité virtuelle. Voilà. Je les enfile et tu me guides, C'est ça. Ok. Voilà, ben, on est parti. Voilà, juste pour expliquer un petit peu le concept de ces villas, elles ont été étudiées comme des villas océaniennes avec un cœur, un foyer. Je suis partie d'un constat tout simplement en visitant d'autres logements sociaux que les gens aiment l'intimité, en tout cas de leur lieu de vie, et vivent souvent en extérieur. Du coup, on est parti sur des villas avec une zone nuit et une zone jour qui sont reliées par un patio central qui est en fait le foyer, le cœur de la maison. Voilà, donc là je suis face au patio, donc il y a une devanture bois, donc là j'entre. Voilà. Dans ce patio, il y a une terrasse. Voilà, donc dès l'entrée du patio, tu as un mur en béton de terre qui accueille les personnes et qui permet de séparer le patio de la voie publique avec une résie qui donne une certaine intimité. Et nous avons fait un premier choix sur la terrasse de mettre en avant le béton de terre au travers d'un mur qui est parfois mitoyen ou qui donne sur la rue. Au niveau de la terrasse, c'est le cœur de vie de l'habitation. Ça permet d'avoir un apport de fraîcheur puisque le béton de terre, c'est un mur qui est épais et qui protège bien thermiquement. Voilà. Ensuite, je t'invite à rentrer dans le séjour. Et là, on retrouve encore un mur en béton de terre, donc qui n'est pas recouvert par une peinture. Il reste vraiment brut et naturel. Il offre une esthétique très riche. Oui, ça fait un mur de décoration quelque part. Exactement. C'est comme un tableau finalement. C'est ça. Et au-delà de l'esthétique, ça permet par rapport à la rue d'assurer un confort acoustique et thermique. Alors la charpente, on est en ossature bois puisque le béton de terre n'est pas porteur. Donc on a harmonisé le béton de terre avec la charpente bois, parce que c'est deux matériaux naturels qui vivent très bien ensemble. Alors, c'est une très belle réalisation, mais est-ce que justement ce béton de terre est facile à faire accepter, alors là en l'occurrence au maître d'ouvrage, mais également à la population, parce que c'est très nouveau et la relation à la terre elle est un petit peu particulière en Calédonie. Alors, c'est pas très nouveau dans le sens... la terre, on l'a toujours utilisée depuis que l'homme construit. C'est le matériau ancestral par excellence. Par contre, on peut se poser la question pourquoi aujourd'hui on utilise du béton alors qu'à l'origine on construisait en terre. C'est vrai que c'est pas toujours facile à accepter parce que l'image qu'on a de la terre, c'est quand il pleut, ça devient de la boue. C'est pas très solide, etc. Aujourd'hui, on a les techniques qu'il faut pour justement rendre ces ouvrages très solide. En tout cas, ma perception de l'utilisation du pisé, du béton de terre en Nouvelle-Calédonie a vraiment un sens. Et notamment, par exemple, en tribu, on a réalisé des salles polyvalentes dans les tribus de Touaourou, Ounia et Wao. Je t'invite, si tu veux bien, à faire cette nouvelle visite dans ces salles polyvalentes. J'y retourne. Alors, donc là, nous sommes à Ounia, c'est ça? C'est ça. Très bien. L'objet, c'était de réaliser des salles polyvalentes. Donc, elles sont complètement en béton de terre et avec une ventilation naturelle. Il n'y a pas de fenêtre. On a des larges débords de varangues devant qui permettent de bien protéger l'intérieur. Et on est complètement sur du béton de terre. La terre est issue de Yaté, de la région d'Yaté. Donc, il y a bien évidemment eu des analyses pour voir où étaient les filons d'amiante et ne pas puiser dedans, puisque la terre est toujours analysée en ce sens. On a utilisé la terre, donc c'est de la terre rouge
donc c'est complètement intégré dans son environnement. L'entreprise qui réalise ces ouvrages en pisé s'attache toujours à employer et à former des personnes de la tribu pour réaliser les ouvrages en pisé. Donc il y a en plus un transfert de compétences et puis un aspect économique intéressant puisque ces gens sont employés sur les chantiers. Complètement. Donc finalement, ces écomatériaux, ça n'a quasiment que des avantages. Oui. Et il y a beaucoup de choses, je pense, à explorer. On a, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de pistes à explorer pour développer davantage des matériaux biosourcés tels que la terre, le catcha ou autres. Donc toi, tu fais vraiment partie de ces architectes qui, plutôt que de reproduire, de copier-coller des schémas, notamment voilà, les normes HQE, etc., donc haute qualité environnementale, tu préfères plutôt explorer les matériaux qu'on peut trouver sur un territoire et faire avec. Oui. Je pense notamment en Polynésie, il y a une personne qui développe les cocodomes à base de fibres de coco et de chaux. Ici, on a aussi des potentialités. Complètement. Je pense, en tout cas, ma vision des choses, elle est davantage empirique. Quand on va, par exemple, dans les médinas, on voit qu'il y a des grandes hauteurs sous plafond, il y a des rues très étroites. C'est des choses qui sont, comment dire, logiques, je dirais. Et je suis plus, effectivement, je vois plus ces choses dans cet aspect-là que suivant des calculs très compliqués parfois. Voilà, je suis plus dans l'exploration avec qu'est-ce qu'on a comme ressources sur place, sur site, qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelle mesure et avec quels moyens. C'est vraiment ma vision des choses. Et puis c'est aussi un retour aux sources, notamment avec la terre. Complètement. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Elisabeth. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui pour développer l'éco-construction à toutes les échelles et quels chantiers faut-il favoriser en priorité ? Le Centre culturel Tchébaou est une construction qui est reconnue au niveau mondial. C'est une réinterprétation contemporaine faite de bois et de métal de l'habitat traditionnel kanak, la case. Et cet habitat est notamment un véritable ambassadeur de l'éco-construction en Nouvelle-Calédonie. Et nous voici d'ailleurs devant la grande case du Sud. Tu as complètement raison, Elisabeth. La case traditionnelle kanak est vraiment l'ambassadrice de l'éco-construction en Nouvelle-Calédonie. Et pour cela, je t'invite à rentrer à l'intérieur et de regarder les matériaux qui la composent. Tous les matériaux qui la composent, Elisabeth, n'ont pas traversé la planète pour participer à cette construction. Ils représentent la richesse de l'environnement naturel dans lequel cette construction a été élaborée. Le poteau central, toute la charpente, les lianes pour les liens, les feuilles de cocotier, la paille, tout a été tiré de l'environnement de la région. Et c'est un principe, c'est le bon sens paysan, à travers toute la planète, ça se passait de la même manière avant. On construisait avec les matériaux du coin. C'est pour ça qu'en Bretagne, les toits sont en ardoise et en Provence, les toits sont en tuile. Alors, il y a une autre chose qu'on peut noter également, c'est le confort thermique qu'on a à l'intérieur. Hein. On vient du jardin où il faisait très chaud et là, à l'intérieur de la case, il fait vraiment très bon. Ah, il fait très bon, c'est même traversant, tu vois, là on est dans un petit courant d'air. Et ce confort thermique, il se vit le jour, tu vois en ce moment la différence de température, mais il va se vivre aussi la nuit, où la température va rester agréable à l'intérieur, alors qu'elle va baisser à l'extérieur. Contrairement à une maison par pintôle, où pendant la journée il peut faire très chaud, et la nuit bien froid. Alors, il y a un autre point également, au-delà de son confort thermique, la case est une construction extrêmement solide. Bah oui, ressortons justement de la case, et si tu regardes son toit, Elisabeth, il n'y a pas de prise au vent. Elle est ronde, et lors des cyclones, on le voit bien, tu peux avoir en tribu une maison tôle par pin avec le toit arraché et à côté la case qui est intacte. Oui, effectivement. Donc on peut dire que c'est une construction anticyclonique. Ah bah oui. Complètement adaptée au climat et à la météo du pays.
Le centre culturel Chibaou a été conçu comme un grand village avec 10 grandes cases qui abritent des espaces différents. Donc on y retrouve une bibliothèque, un centre d'art, un musée, des salles d'exposition, une salle de conférence, etc. Le tout cerné d'une végétation relativement luxuriante qui fait notamment office de tampon thermique. Alors ici Hubert, quelle que soit la période de l'année, même en plein été, il fait toujours bon. Est-ce que ce principe de village avec sa ceinture de tampons thermiques est reproductible à l'échelle d'un quartier, voire d'une ville? Le GIEC nous alerte et tente de nous sortir une nouvelle fois de notre léthargie. Les températures dans les villes vont continuer de monter. Il faut savoir qu'en 2050, 3 habitants sur 4 habiteront en ville. Des villes qui vont devenir ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Rappelle-toi, été 2003 en métropole, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu une importante canicule. Très importante canicule qui a engendré une surmortalité, principalement chez les personnes âgées, de 40% dans les petites et moyennes villes, mais surmortalité qui est montée à 140% dans les très grandes villes. Et la raison de cette surmortalité, c'est la température. À Paris, il faisait 10 degrés de plus que dans les campagnes juste autour de Paris. Au niveau mondial, l'AFD montre que certaines villes sont en train de devenir invivables. Au Pakistan, dans le golfe Persique, à l'été, certaines villes ont des températures pendant plusieurs jours de plus de 35 degrés et plus de 90% d'humidité. Ce qui pour le corps, une épreuve pour beaucoup insurmontable. Oui, tout à fait. Devant ces problèmes, il y a des solutions. La première, c'est quoi? La première, c'est de végétaliser les villes. Tout simplement de remettre du végétal dans nos villes. Et je te propose justement d'aller faire un petit test tout de suite. D'accord. Et on va donc faire la démonstration du rôle de climatiseur naturel de la végétation. Là, on a disposé de 2 thermomètres. Un au creux de cet arbre et un autre sur le panneau au soleil. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Alors, eh bien écoute, je vois 10 degrés de différence. Donc ce panneau au soleil, quelque part, il représente le bâtiment dans la ville, dont tu parlais tout à l'heure, où il fait 37 degrés 4. D'accord. Et ici, au creux de l'arbre, ça représente la campagne, il fait 27 degrés 2. Là, on a pile 10 degrés de différence. Comme à Paris, en effet, et à la campagne dont tu C'est parlais. énorme. Et on se sent très bien ici, alors que là, on serait en plein cagnard et on sentirait vraiment le poids de la chaleur. Donc Exact. là, voilà, revégétalisons les villes. L'éco-construction en quartier ou en ville, c'est également désimperméabiliser les sols. On a vu encore dernièrement sur Nouméa les rues complètement inondées. Il faut permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Ça fait partie de l'éco-construction. Il faut également disposer les bâtiments pour qu'il y ait moins de prise au soleil et également que ça facilite la circulation de l'air, ce qu'on appelle des trames aéroliques. Et de cette façon-là, on aura une climatisation naturelle, passive, du fait de la circulation optimisée du vent dans la ville. Alors justement, les professionnels de la construction qui veulent développer ce type de construction durable se sont regroupés au sein d'un cluster, le cluster éco-construction, pour favoriser le développement de l'éco-construction. Et depuis quelque temps déjà, ils travaillent sur différents chantiers. Quels sont-ils? Eh bien, ils nous parlent entre autres d'élaborer le classement du cycle de vie des matériaux en Nouvelle-Calédonie, des matériaux de construction. Ça existe en métropole, pas encore en Nouvelle-Calédonie. Ils travaillent à la mise en place de normes pour la ventilation naturelle des bâtiments. Ils font la promotion des peintures minérales qui sont beaucoup moins toxiques pour notre santé que le sont les peintures organiques, acryliques, glycéraux, dont nous respirons les solvants. Ils travaillent également sur la cartographie des gisements de ressources naturelles que l'on peut utiliser dans l'éco-construction, comme celle des gisements de terre, dont on a vu certaines œuvres dans le reportage. Et puis, ils rappellent également qu'il faut une transformation de la fiscalité pour la mettre au service de l'éco-construction et pour pouvoir soutenir fiscalement des bâtiments
qui véritablement respectent les principes de l'éco-construction. Sinon, sans transformation de la fiscalité, l'éco-construction restera l'exception. Rappelons que l'éco-construction repose sur les 3 piliers du développement durable, à savoir le pilier écologique, le pilier social et enfin le pilier économique, et qu'il doit favoriser plusieurs éléments. À commencer par exemple par le confort et le bien-être des occupants. Bien sûr, mais aussi le respect de l'environnement. La préservation des ressources, comme par exemple l'énergie, l'eau, mais également l'utilisation de matières premières, comme ces écomatériaux, le béton de terre, la bourre de coco ou le bois par exemple. Mais également lutter contre le changement climatique. Et enfin, favoriser la réduction des déchets et de la pollution. Et pour terminer, peut-être juste un conseil pour les personnes qui souhaitent s'engager dans un projet de construction durable, eh bien, elles peuvent consulter les professionnels du cluster éco-construction qui pourront répondre à toutes leurs questions. Merci Hubert. Merci Elisabeth.